Mohamed, le sauvetage d'un foyer difficile. Ma nièce, Aïcha, est venue rester chez nous pendant quelques mois. Ses parents, mon frère et sa femme, étaient très stricts, très traditionnels. C'était une jeune fille, peut-être 15 ans, brillante et pleine d'esprit, mais en difficulté sous leurs règles rigides. J'ai essayé d'être un oncle de soutien, de lui offrir une oreille attentive, de servir de médiateur entre elle et ses parents lorsque des tensions survenaient. Je pensais l'aider. Un jour, elle a disparu de notre maison. Ses parents étaient frénétiques. La police a été appelée. Quelques jours plus tard, elle a été retrouvée, loin, apparemment bouleversée. Interrogée, elle a affirmé que j'avais été injustement à la discipliner, à la punir physiquement, laissant même entendre des transgressions plus sombres et tacites. Elle a dit qu'elle avait peur de moi. Ses parents, choqués et honteux de ces affirmations, l'ont cru. La police, voyant une jeune fille bouleversée et un oncle qui lui avait donné refuge, a rapidement pris son parti. Mes plaidoyers d'innocence, mes explications selon lesquelles je ne faisais que la guider en tant qu'aînée, ont été rejetées comme des tentatives de dissimuler mes abus. Elle avait besoin d'une raison pour s'enfuir, d'un moyen d'échapper à la colère de sa famille, et moi, le gentil oncle, je suis devenu le méchant parfait. Je suis ici parce qu'une jeune fille, désespérée d'échapper à une vie qu'elle détestait, a fabriqué une histoire qui m'a impliqué. Mon cri silencieux est pour la perversion des bonnes intentions, pour l'innocence des soins familiaux transformés en accusation. J'aimais cette fille, j'ai essayé de l'aider, et en retour, elle a utilisé ma gentillesse comme une arme pour assurer sa propre liberté, sacrifiant la mienne dans le processus. La mine, la piqûre de la jalousie professionnelle. J'ai gravi les échelons sans relâche. D'un petit village, je suis arrivé en ville, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et j'ai gravi les échelons dans une grande entreprise de construction. Mon travail acharné a porté ses fruits. J'étais considéré pour un poste de direction senior, un poste que beaucoup convoitaient. Parmi eux se trouvait une collègue, une femme nommée Aïcha. Elle était intelligente, ambitieuse, mais elle me considérait comme une rivale, un obstacle à sa propre progression. Elle avait déjà été ignorée pour des promotions et elle en gardait une profonde rancœur. Alors, elle a lancé son attaque. Elle m'a accusé de harcèlement sexuel, a affirmé que j'avais fait des commentaires inappropriés et même l'avait touché dans un cadre professionnel. Des mensonges calculés, vicieux. Elle a cité des cas précis, déformant des conversations innocentes, des compliments professionnels et même des blagues partagées en preuve de mon modèle de conduite inappropriée. Elle a rallié le soutien d'autres collègues féminines, certaines qui la croyaient sincèrement, d'autres qui avaient peut-être leurs propres griefs ou voyaient une opportunité de s'aligner sur ce qui semblait être un mouvement puissant. L'entreprise, craignant un scandale, a mené une enquête interne rapide qui était biaisée dès le départ. Ils ne voulaient pas risquer leur réputation. Ces affirmations étaient sensationnelles, mes dénégations n'étaient que des mots. Je suis ici parce que la jalousie professionnelle d'une femme, alimentée par l'ambition, l'a poussée à fabriquer une histoire qui a ruiné ma carrière, ma réputation et ma liberté. Mon cri silencieux est pour la méritocratie corrompue, pour le travail acharné annulé par une accusation sans fondement. J'ai perdu mon avenir, non pas à cause de mes lacunes, mais à cause de l'envie venimeuse d'une collègue qui ne me voyait que comme une barrière à son propre avancement. Samba, la demande de l'usurier. Je tiens une petite boutique. J'essaie d'aider mes voisins, ma communauté. Parfois, les gens ont besoin de petits prêts, et je leur en donne, sans intérêt, si je peux. Mais il y en a d'autres, des usuriers, qui exploitent les désespérés, en facturant des taux exorbitants. Je m'élève contre eux. Je mets les gens en garde. L'un de ces usuriers, un homme brutal, avait une femme lourdement endettée envers lui. Elle est venue me voir, en pleurant, implorant de l'aide. Sa famille était en danger. J'ai offert le peu que je pouvais, mais ce n'était pas suffisant. L'usurier a appris que j'essayais d'intervenir. Il devait envoyer un message. Alors, il l'a forcé. Il l'a obligé à aller à la police et à m'accuser. Samba a essayé de m'agresser, a-t-elle crié. Il m'a attaqué quand j'ai refusé ses avances. Un mensonge monstrueux. Je ne l'ai jamais touché. Jamais je ne le ferai. Mais elle était terrifiée, prise entre ses menaces et la nécessité de protéger sa famille. Elle a fourni une histoire détaillée, pleine de détails fabriqués, ses yeux grands ouverts de peur, non pas de moi, mais de lui. Le réseau de l'usurier a veillé à ce qu'elle ait des témoins, des gens qui lui devaient des faveurs, qui soutiendraient ses fausses allégations. Ma réputation, mon honnêteté, ma simple vie, tout a été brisé. La police, voyant une femme en détresse et un usurier puissant et intimidant opérant en arrière-plan,
n'a pas approfondi son histoire. Je suis ici parce que j'ai essayé de faire le bien, de m'opposer à l'injustice, et qu'une femme désespérée, prise dans les filets d'un criminel, a été forcée de sacrifier ma liberté pour sa sécurité. Mon cri silencieux est pour l'innocent pris entre deux mots, pour la vérité tordue par la peur et la contrainte. Je suis taxé de criminel, non pas par mes actions, mais par la volonté désespérée d'une femme piégée par un homme vraiment maléfique. Idrissa, l'honneur d'un faux prix de la fiancée. Ma famille et moi, nous avons suivi toutes les traditions. J'ai demandé sa main, la main de Fatou, en mariage. Nous avons négocié le prix de la fiancée. C'était un montant juste, convenu par les deux familles. Je l'aimais. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais ensuite, sa famille, en particulier sa mère et ses oncles, a commencé à faire des demandes supplémentaires. Plus d'or, plus de vêtements, plus d'argent pour cette cérémonie, pour ce parent. C'est devenu exorbitant, au-delà de nos moyens. Mon père, un homme de principe, a refusé. Il a dit que nous ne serions pas rackettés, qu'un mariage devait être construit sur l'amour et le respect, pas sur la cupidité. Les fiançailles ont été rompues. Ma famille a été déshonorée. Mais sa famille, craignant sa propre honte d'une rupture de fiançailles et voulant justifier sa cupidité, a décidé de riposter. Fatou, sous une immense pression, m'a accusé d'agression. Elle a affirmé que je l'avais agressée physiquement lorsqu'elle m'avait annoncé la rupture des fiançailles, que j'avais essayé de récupérer les cadeaux que nous lui avions faits. Des mensonges. Tous. J'avais le cœur brisé, mais je ne l'ai jamais touché. Je n'ai jamais cherché à récupérer ce qui avait été donné. Mais sa mère a produit des témoins. Ses sœurs, ses tantes, qui ont juré m'avoir vu. Ses larmes, sa terreur feinte, étaient convaincantes. Le récit d'un soupirant éconduit qui tourne violent, essayant de récupérer ses pertes, était facile à croire. Je suis ici parce que sa famille a choisi la cupidité et le faux honneur plutôt que la vérité et la décence. Ils ont utilisé leur fille et son mensonge pour sauver la face et peut-être nous extorquer quelque chose. Mon cri silencieux est pour l'amour brisé par des exigences matérielles, pour l'innocence souillée par la fierté désespérée d'une famille. J'ai perdu ma fiancée, mon avenir et ma liberté, tout cela pour une somme d'argent que je n'ai jamais eue et un crime que je n'ai jamais commis. Cheikh, le pion du litige foncier. Ma famille possède cette terre depuis des générations. Mes ancêtres ont cultivé cette terre et j'ai suivi leurs traces. Mais un cousin éloigné, un homme avide avec des relations politiques, essaie de nous la prendre. Il a affirmé qu'elle était à lui, par des manœuvres légales compliquées. Nous avons résisté. Nous l'avons combattu au conseil du village, devant les tribunaux. Il ne pouvait pas gagner légitimement. Alors, il a trouvé un autre moyen. Il a utilisé sa femme, une femme connue pour sa langue acérée et ses manières manipulatrices. Elle est venue à notre enceinte familiale, créant une scène, m'accusant de harcèlement. Elle a affirmé que j'avais empiété sur sa terre, l'avais menacée, et même physiquement intimidée, tout ça pour l'effrayer. Tout cela était un mensonge, orchestré par son mari pour affaiblir ma position, pour me faire passer pour un homme dangereux et dérangé à qui on ne pouvait pas faire confiance avec la terre. Elle a fourni des témoins, les acolytes de son mari, qui ont juré sur mon comportement agressif. Ma femme, mes enfants, ils connaissaient la vérité. Nous n'avions jamais menacé personne. Notre litige était avec lui, à propos de la terre, pas à propos de violences personnelles. Mais sa performance dramatique, sa terreur feinte et l'influence de son mari ont influencé les autorités. La police, le tribunal, ils ont vu une femme se déclarant victime et un homme accusé d'intimidation. Mes dénégations calmes et dignes ont été ignorées. Je suis ici parce qu'un homme avide a utilisé sa femme comme un pion dans un litige foncier, sacrifiant ma liberté et ma réputation pour voler mon héritage. Mon cri silencieux est pour la terre qui me définit, pour l'injustice d'en être séparé par une accusation sans fondement. Je suis un agriculteur, un homme de la terre, maintenant confiné au béton. Tout ça parce que les mensonges d'une femme ont servi la cupidité d'un homme. Daouda. L'absence transformée en abandon. J'ai travaillé toute ma vie pour ma famille, pour ma femme et mes enfants. Quand l'opportunité s'est présentée de trouver un emploi mieux rémunéré dans un pays voisin, j'ai accepté. C'était un sacrifice, être loin d'eux, mais c'était pour leur avenir, pour leur donner une meilleure vie. J'envoyais de l'argent chaque mois, je les appelais dès que je pouvais. Puis, les appels sont devenus plus difficiles à joindre. Les nouvelles, plus rares. Ma femme, Aïssa, a commencé à se plaindre à ma famille que l'argent n'arrivait pas ou qu'il était insuffisant. Ce n'était pas vrai. J'avais des preuves, des reçus de virements. Mais elle a commencé à raconter une autre histoire. Elle a dit que je les avais abandonnés, que j'étais parti pour ne jamais revenir, que j'avais trouvé une autre femme,
que je les avais délibérément laissés sans ressources. Ses larmes, son air de victime délaissée, ont convaincu sa propre famille et le village. Quand je suis revenu pour les vacances, plein d'espoir de les revoir, la police m'attendait à l'aéroport. Elle avait porté plainte pour abandon familial et non-assistance. Elle a présenté de faux témoignages de son entourage, affirmant que je n'avais pas envoyé d'argent depuis des mois, que mes appels avaient cessé. Mon absence a été transformée en désertion volontaire. Mon amour pour ma famille, en indifférence. Je suis ici, non pas parce que j'ai abandonné ma famille, mais parce qu'une femme a utilisé ma longue absence pour son propre bénéfice, peut-être pour une nouvelle relation, ou simplement pour échapper à la pression sociale de sa situation. Mon cri silencieux est pour le sacrifice d'un père et d'un mari, transformé en crime par un mensonge cruel. J'ai tout fait pour eux, et en retour, j'ai tout perdu. Papa Malik, le temps volé. J'ai consacré ma vie à l'éducation. J'ai été instituteur pendant 40 ans, à former des générations d'enfants. J'étais fier de mon travail, du respect que l'on me portait. Aujourd'hui retraité, je vivais paisiblement avec ma petite pension et l'aide de mes enfants. Un jour, une jeune femme, la mère d'une de mes anciennes élèves, est venue me voir. Elle avait des problèmes financiers, des dettes. Elle m'a demandé de l'aide, de lui avancer une somme d'argent qu'elle me rembourserait. Par pitié, j'ai puisé dans mes maigres économies pour l'aider. C'était une somme importante pour moi. Puis, quand j'ai réclamé mon dû, elle a refusé de payer. Elle a commencé à m'éviter. Quand j'ai insisté, elle a menacé. Et finalement, elle est allée à la police. Elle a affirmé que j'avais abusé d'elle, qu'en échange de l'argent, j'avais exigé des faveurs et qu'elle avait refusé. C'était un mensonge éhonté, une inversion totale de la situation. Mais qui allait croire un vieil homme face à une jeune femme en larmes, dépeignant une image de victime vulnérable. Elle a présenté des messages qu'elle avait manipulés, des témoignages de proches, affirmant que je la harcelais. Mon bon nom, ma réputation d'homme respectable, ont été détruits en un instant. Je suis ici, accusé d'un crime odieux que je n'ai jamais commis. Mes dernières années, le temps de repos que j'avais gagné, m'ont été volés par le mensonge d'une femme avide. Mon cri silencieux est pour la dignité des personnes âgées piétinées, pour la confiance bafouée, et pour les années de paix que j'aurais dû avoir, mais qui me sont arrachées par l'avidité et le mensonge. Momo, l'ombre du crime manqué. J'ai fait des erreurs dans ma jeunesse. Des petites frappes, des mauvais choix. J'ai payé ma dette à la société. J'ai travaillé dur pour changer, pour prouver que j'étais un homme nouveau. J'avais trouvé un emploi stable. Je prenais soin de ma petite sœur. Un soir, j'étais témoin d'une altercation dans la rue. Deux hommes qui se battaient. J'ai vu une femme s'enfuir de la scène, tenant un sac. J'ai appelé la police. Je voulais t'aider, prouver ma bonne volonté. Quelques jours plus tard, cette même femme, Aïcha, s'est présentée à la police. Elle était la complice d'un des hommes. L'altercation était un vol qui avait mal tourné. Et pour se protéger, elle a pointé le doigt sur moi. Elle a affirmé que j'étais le cerveau du vol, que je les avais forcés, que j'avais pris le sac et que je l'avais menacé si elle parlait. Mon passé, même s'il était ancien, a joué contre moi. Le procureur a brossé le portrait d'un récidiviste, d'un manipulateur. Ses larmes, son récit d'une femme forcée par un homme dangereux, ont suffi. J'ai essayé d'expliquer que j'étais le témoin, que j'avais appelé les secours. Mais qui croirait un ancien délinquant face à une victime en détresse? Je suis ici, non pas pour un crime que j'ai commis, mais pour celui qu'elle a échoué à commettre. Mon cri silencieux est pour la seconde chance volée, pour l'ombre du passé qui ne me quitte jamais, et pour la justice qui m'a condamné pour les fautes d'un autre. J'avais choisi la bonne voie, mais un mensonge m'a ramené ici. Bassirou, le rôle de l'agent immobilier honnête. J'ai bâti ma réputation d'agent immobilier sur l'honnêteté et la transparence. Dans un marché où la confiance est souvent fragile, j'ai toujours mis un point d'honneur à être irréprochable. Ma parole était mon engagement. Une cliente, Madame Ndiaye, m'a confié la vente d'une propriété importante. Les négociations ont été longues et complexes. Nous avons trouvé un acheteur, et le processus de vente était en cours. Elle avait reçu un acompte important, qu'elle a dépensé immédiatement. Mais avant la clôture finale, l'acheteur s'est retiré pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'était un coup dur pour tout le monde, mais une clause du contrat permettait à l'acheteur de se retirer en perdant son acompte, qui devait revenir, selon l'accord, à la fois au vendeur et à moi pour les frais. Madame Ndiaye, ayant déjà dépensé l'argent, a refusé d'accepter l'annulation. Et pour éviter de rembourser l'acompte, qui, selon elle, lui était dû intégralement, et de payer mes honoraires, elle a inventé une histoire. Elle a affirmé que j'avais délibérément saboté la vente, que j'avais extorqué l'acheteur, et que j'avais volé son argent.
Elle a porté plainte pour escroquerie et abus de confiance. Ses larmes, ses accusations de trahison par un professionnel ont fait mouche. La complexité de la transaction immobilière, les clauses contractuelles, tout cela a été obscurci par son récit simple et émotionnel. Les autorités ont vu un homme d'affaires prospère et une femme qui se disait ruinée. Je suis ici parce qu'une femme a refusé d'assumer les conséquences d'un échec commercial et a choisi de me jeter en prison pour couvrir ses propres responsabilités. Mon cri silencieux est pour l'intégrité professionnelle, pour la réputation bâtie avec acharnement et détruite par un mensonge calculé. Souleymane. La fierté blessée transformée en crime. J'ai toujours aimé les belles choses et les femmes. J'étais jeune et j'aimais plaire. J'ai eu une aventure avec une femme mariée, Aïda. C'était une erreur, je le reconnais. C'était une relation consentie, passionnée, mais je savais que c'était dangereux. Nous avons décidé d'y mettre fin, d'un commun accord. Mais le mari d'Aïda a fini par découvrir la vérité. Il était furieux, bien sûr. Il a menacé Aïda, l'a humiliée. Et pour se protéger, pour sauver son mariage, pour restaurer son honneur aux yeux de son mari et de sa famille, Aïda a menti. Elle a affirmé que je l'avais forcée, que j'étais un prédateur, que je l'avais harcelée et menacée pour qu'elle continue la relation. Elle a prétendu qu'elle était ma victime, que j'avais abusé de sa vulnérabilité. Elle a même inventé des menaces que je lui aurais faites si elle révélait la vérité. Son mari, désireux de croire à cette version pour apaiser sa propre colère et le déshonneur, l'a soutenue. La communauté, les autorités, ont vu une femme violée dans son honneur et un jeune homme sans scrupules. Mes dénégations, mon insistance sur le consentement mutuel, ont été ignorées. Je suis ici parce que ma fierté blessée et le besoin de se disculper d'une femme l'ont poussé à me livrer en pâture. Mon cri silencieux est pour le piège des apparences, pour l'amour ou le désir qui se transforme en crime sous la pression sociale. J'ai été la victime de l'honneur blessé d'un autre et de la peur d'une femme de faire face à ses propres choix.